Bonjour Adem. Bonjour Marius. Merci de m'accorder un peu de ton temps. Ça Avec fait plaisir. un moment qu'on s'est rencontrés. Je crois que c'était à Madère, la première fois qu'on s'était vraiment vu en vrai. C'est ça. Et donc un plaisir de te recevoir pour cette interview. Donc tu es un des fondateurs de Relais. Est-ce que tu peux nous présenter Relais rapidement et quel est ton rôle au sein de l'entreprise? Avec plaisir. Merci de m'avoir, Marius. Alors moi, c'est Adem, co-founder et cofondateur et CTO chez Relais. On a un service de on-off-ramp, c'est-à-dire achat et vente de Bitcoin très simple, où vraiment on va se concentrer sur la clientèle Ouais. de masse, comme on dit. Ok. Donc, on essaie de simplifier l'accès au Bitcoin au maximum. Donc, une application mobile avec une étape d'enregistrement très simple et après achat et vente de Bitcoin uniquement via l'application mobile. Ok. Et ce qui est bien, c'est que c'est self-custodial. Donc le wallet est directement dans l'application et on peut importer la seed n'importe où et l'utiliser avec n'importe quel wallet. C'est ça. On utilise un standard qui s'appelle le BIP39. Le portefeuille est crypté et uniquement local. Donc, tous les utilisateurs ont accès à leur portefeuille. En tant que relais, on n'a aucun accès au portefeuille des utilisateurs. On a uniquement besoin de leur adresse publique pour savoir où on doit envoyer les bitcoins, mais ça s'arrête là. D'accord. Et qu'est-ce que je vois? J'ai vu que récemment, aujourd'hui ou hier, vous avez annoncé que vous avez passé le milliard de volume. Déjà félicitations. Merci. Et ça fait quoi? Est-ce que vous allez fêter? Est-ce que vous allez faire quelque chose de spécial? Alors oui et non. Alors on est super content, bien sûr. 1 milliard, c'est pas rien. Ça va faire bientôt 5 ans maintenant. Donc officiellement, on a lancé en juillet 2020. Donc on aura bientôt 5 ans. Mardi prochain, on a notre 5 ans anniversaire de nos 5 ans en fait. Ok. Et vraiment, c'est une étape très importante. L'idée, ça serait de faire le prochain milliard en moins de 5 ans. Donc peut-être en un an ou 2 ans. Mais c'est prévu, ça tombe à pic. On fête les 1 milliard, on fête nos 5 ans. C'est vraiment top Ouais, il y a pour la nous, quoi. conférence passe en même temps. C'est ça. Ouais. Ok. Cool. Et donc le sujet d'aujourd'hui, je voulais parler de la régulation et régulation européenne et aussi suisse, faire essayer d'un parallèle et des différences entre les deux. Euh, qu'est-ce que ça demande en termes de moyens, peut-être financiers, mais aussi humains, d'être régulé d'abord en Suisse et ensuite de passer à Mika, que j'espère vous aurez bientôt. J'espère aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai on a eu cet avantage de faire toutes les étapes, en fait. Quand on a commencé, on n'était pas nous-mêmes, on n'avait pas notre propre service de brokerage. Donc, on travaillait avec BT en Suisse, à Neuchâtel, Ok. qui sont très réputés, en fait. On était juste une interface pour BT. Donc, on n'avait pas besoin de licence. C'est BT qui avait la licence, qui avait le compte bancaire et qui recevait les bitcoins. Ok. Nous, on prenait juste un certain pourcentage entre BT et nos utilisateurs, en fait. D'accord. Donc, on a commencé comme ça. La seconde étape, c'était vraiment créer notre propre service de brokerage qu'on a fait. Donc, on a implanté notre propre service en Suisse d'abord. Et on a une licence de la part du VQF. Donc, le VQF, c'est un SRO, Self-Regulated Organizations. Ok. Donc, on ne doit pas demander directement à la FINMA. La FINMA est en contact avec les SRO et nous, on a juste un abonnement, un enregistrement chez VQF Ok. qui nous donne cette licence et qui nous permet d'échanger donc achat et vente de Bitcoin avec une certaine limite. D'accord. Donc, on a eu au début une limite c'était 5 000 francs par jour par personne, sans KYC. Ils ont baissé ça à 1 000 francs par jour par personne. Et maintenant, c'est 1 000 francs par mois par personne, sans KYC. Et même ça, des fois, si tu veux faire des savings plans, par exemple, si tu veux avoir ça de manière récurrente chaque mois, il faut encore faire du KYC. Comme un DCA par exemple. Comme un DCA, là, le KYC devient obligatoire. Ok. Ouais. Donc ça, c'était en Suisse. Niveau coût, je pense l'enregistrement lui-même, c'était dans les 100 000 francs, peut-être un peu plus. Mais après, il y a tout le côté technique aussi, bien sûr. Donc on était juste une interface au début, une application mobile. Et maintenant, on devenait un service de brokerage. Donc, il faut implémenter toutes les connexions avec les échanges, avec les banques. Donc, il y a un coût vraiment supplémentaire qui est beaucoup plus que l'enregistrement lui-même. Ouais. Et donc, on a fait ça 1 an après avoir lancé Relais, Ok. après une levée de fonds. Et récemment, donc maintenant, on passe à une licence. Donc, il y a MiCA qui a été lancée. Donc, MiCA, c'est Market in Crypto Asset Regulations. Et donc là, on a fait la demande en France. Donc, pourquoi la France? On a fait nos propres recherches, bien sûr. On a comparé un peu les pays européens où est-ce qu'on pouvait faire la demande. Alors, nous, on n'est pas encore très grand. On n'est pas Coinbase ou Binance. On ne peut pas se permettre d'avoir des licences où on veut. Donc, la licence se devait d'avoir un certain prestige quand même. Parce qu'on va encore, quand on va faire des demandes pour ouvrir des comptes bancaires,
ou des comptes dans des échanges, ils vont regarder notre licence. Oh, Ouais. France, Allemagne, Italie, tout ça, ça va passer. C'est pris au sérieux plus que d'autres pays. Exactement, ok. par défaut. Après, Coinbase, ils peuvent se permettre de faire des demandes avec une licence lituanienne, par exemple. Ouais. Ça va passer aussi pour eux, mais pour nous, ça risque de pas passer. Ok. Et Mika se base fortement sur la licence DASP en France, en fait. Ok. Donc, ils ont pris ça en exemple. Ils se sont basés sur ça pour faire Mika. Ok. Donc, on s'est dit, on va passer par la France. Et on a commencé ça après l'été dernier, donc l'été 2024. Ouais. Et il y a 2 semaines de ça maintenant, la toute première licence Mika française a été attribuée. Je ne me souviens plus à C'est qui. Débloc, je crois. Débloc. C'est Débloc, c'est ça, ouais, exactement. Débloc qui a eu ça il y a 2 semaines. Et on a aussi rencontré l'AMF il y a aussi 2-3 semaines de ça en personne à Paris. Ok. Donc on a vraiment bien avancé. C'était un long processus. Donc le coût lui-même, je pense qu'il n'y a pas de coût en lui-même au niveau de la licence, mais il y a des coûts d'implémentation. Donc le côté technique, on a eu pas mal d'audits, le côté compliance. Maintenant, comme c'est en France, on doit aussi avoir une certaine substance en France, on doit avoir des employés en France. Donc tout ça, ça a un certain coût beaucoup plus élevé que la licence qu'on a eue en Suisse à l'époque, Ok. qui n'était pas vraiment une licence, c'est un enregistrement, ça s'appelle, j'ai oublié en anglais comment ça s'appelle, mais c'est pas une licence vraiment à propre terme. Mais là en France, c'est vraiment une licence, donc on va voir Ok. Mika. Alors, une fois qu'on aura Mika en France, on doit étendre à tous les autres pays européens. En fait, le processus, c'est juste, on les informe, ça s'appelle passporting. On doit informer l'Allemagne, on doit informer l'Italie, tout ça, comme quoi on a cette licence européenne. Maintenant, on va commencer à activement être présent dans ces marchés. Est-ce qu'il y a une approbation quand même à avoir, à recevoir d'eux? Non, le passporting, c'est vraiment juste FYI. Donc, juste pour info, Ok. on a la licence française, donc maintenant, on va être actif en Allemagne, en Italie. Mais il faut le faire pour chaque pays, en fait. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas une demande en lui-même. Ok. Et au niveau de, donc au niveau des coûts, tu disais que c'était vraiment que pouvoir montrer en fait que vous êtes prêt. Et est-ce que ça, vous pensez que l'argument Mika, de on est Mika regulated, est-ce que ça va vous apporter potentiellement plus d'audience, plus de personnes, ou est-ce que c'est vraiment juste du vent et vous y croyez pas vraiment à ça? Bon, en tant que Bitcoiner, ça nous embête, hein, forcément. On est pro. Alors, on a commencé non KYC, self-custodial. Donc, nous, on va garder tout le côté self-custodial et tout. J'avais un panel ce matin où on a fait un peu les deux extrêmes, Ouais. non KYC, self-custodial et puis KYC custodial. Nous, on est au milieu. Ouais. Nous, notre but, c'est vraiment l'adoption en masse. Donc, c'est important pour nous d'être régulés, de fournir ces features à nos utilisateurs, donc de leur laisser faire du DCA, leur offrir des frais quand même assez compétitifs. Forcément, en non-KYC, les frais sont beaucoup plus élevés. Tu payes un certain premium. Donc, nous, on est au milieu et puis on aime bien cette situation. Alors, ça va nous apporter 2 choses. La première, c'est forcément, on n'avait pas trop le choix. Si on voulait encore continuer à être actif en Europe, notre licence se limite en Suisse. Dès que Mika devient active, on aurait dû nous retirer des marchés européens, ce qu'on n'a pas envie de faire forcément. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ça nous ouvre les portes à de l'active marketing. C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, la seule chose qu'on pouvait faire, ça s'appelle en anglais reverse solicitation. Donc, on n'a pas le droit d'avoir aucune pub, travailler avec des influenceurs en France, en Allemagne, c'était complètement interdit pour nous. La seule chose qu'on pouvait, c'était par exemple, tu es en France, tu as entendu parler de relais et tu fais du bouche à oreille. Ouais. Mais sans l'intervention de relais. En tant que moi, client, je peux aller venir vous demander d'utiliser vos services, mais vous pouvez pas me démarcher. Exactement, voilà. Okay. Ça, on pouvait, forcément, c'est limité. Tu te rends compte qu'au bout d'un moment, si tu veux avoir tous ces utilisateurs, tu veux vraiment te mettre en face des utilisateurs, il faut vraiment faire du active marketing. Et c'est ça que Mika va nous permettre. Donc, jusqu'à aujourd'hui, notre budget marketing était limité. Donc, pas le budget lui-même, mais c'était, de toute façon, ce qu'on pouvait faire était assez limité. Donc, on n'a pas vraiment fait beaucoup d'active marketing. On en a fait très peu, et surtout en Suisse. Donc, on a sponsorisé un club de hockey, par exemple. On a récemment des affiches dans le métro aussi. C'est ça, on a lancé ça récemment dans 2-3 gares. Et puis maintenant, on a aussi Milan parce qu'entre temps, on a une licence italienne aussi, en fait. Pas Mika, mais juste l'étape avant Mika en Italie. On s'est vraiment concentré à avoir Mika en France. Donc, ces 2 choses vont être vraiment une très, très bonne étape pour nous quand on aura Mika. Et est-ce que le fait d'avoir un siège social en Suisse, est-ce que ça vous apporte un quelconque avantage? Peut-être d'abord pour vous lancer, ou est-ce que vraiment encore maintenant ça vous donne un avantage particulier? Alors oui, moi je pense que c'était vraiment important. On a eu un très très gros avantage.
sans vraiment le faire exprès. Hein. Je veux dire, quand on a commencé en Suisse, la raison pour laquelle on a commencé en Suisse, c'est parce que j'étais en Suisse et mon cofondateur Julien était aussi en Suisse. Et il est suisse d'ailleurs. Donc, on a commencé en Suisse sans vraiment trop se prendre la tête. Mais aujourd'hui, je me dis effectivement, heureusement qu'on a commencé en Suisse, puisque avec l'enregistrement VowQuev qui était vraiment pas super cher, le fait qu'on avait non KYC, self-custody dès le début, ça a été vraiment très important pour avoir ses premiers utilisateurs, la première traction, comme on dit, pouvoir se lancer rapidement. Maintenant, je considère ça un très très gros avantage. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, donc je crois qu'on aurait eu beaucoup de difficultés si on avait commencé en France par rapport à commencer en Suisse. Okay. Aujourd'hui, la seule chose, c'est qu'on va avoir deux entités en fait isolées. Donc, on aura Relais Suisse avec des limites et des régulations suisses. Et on aura Relais Europe avec Mika et les limites sont aussi différentes, par exemple, avec Mika. Et c'est là où on y va. Mais heureusement qu'on a commencé en Suisse, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Et donc, de quel œil tu vois toute cette régulation? Parce que même la régulation suisse aussi, elle change. Celle européenne, on en parlait avec Mika. Mais est-ce que tu penses que ça va être encore plus compliqué pour un nouvel acteur de venir? Ou est-ce que pour toi, c'est plus ou moins la même chose au final? Moi, je pense que ça complique vraiment la tâche. C'est dommage, ça ferme un peu plus la porte aux nouveaux entrepreneurs, aux nouveaux Bitcoin qui voudraient se lancer dans le Bitcoin. En fait, ça vraiment, ça bloque. Alors, ça t'évite pas de commencer doucement. De toute façon, faut pas vraiment, tu vas pas commencer un startup. La première chose que tu fais, c'est demander Mika. Je sais pas quelles sont les régulations pour des sommes minimes. Tu vois, je sais pas comment ça se passe, par exemple. Mais en Suisse, avec le VQF, on a pu commencer très simple, très petit, très rapidement, sans trop se prendre la tête. Mais c'est vrai que se lancer maintenant en Europe, donc là c'est vraiment, là on est à Prague, 2025. Il y a Mika dans toutes les bouches en fait. Pourquoi? Parce que quasiment toutes les startups sont pleines dans Mika, puisque c'est l'année Mika. Et puis d'ici la fin d'année, tu es obligé d'avoir Mika si tu veux encore continuer à être actif hein, dans ton business. Donc là cette année c'est Mika. Mais dans le processus, en plein processus. Moi je pense que l'année prochaine, la conférence elle-même va beaucoup changer. Par exemple, nous, une fois qu'on a la licence, qu'on peut faire du active marketing, tu vas voir relais partout dans la conférence, quoi. Je veux dire, c'est le but. Et je pense que ça va aussi être une très bonne compétition avec toutes les startups Bitcoin. C'est qui se lance le plus. Et je pense que ça va ouvrir la porte à l'adoption en masse encore plus. Mais cette année-là, la 2025 et un peu 2024, quand c'est lancé, c'est là où faut pas lâcher. C'est là où faut pas avoir peur et puis investir. Évidemment, si tu as les moyens. C'est important. Et 2026, je pense que ça va être un boom quand même, puisqu'une fois qu'on aura Mika et que ça sera un soulagement, après, il y a forcément, hein, une fois que tu as Mika, il y a tout le processus après, il y a les contrôles qui viennent avec. Mais c'est une bonne chose. Je pense que ça va vraiment ouvrir les portes aux startups qui existent, mais s'ils peuvent passer le cap. Ouais. Donc ça crée une barrière à l'entrée pour les petits. Mais une fois qu'on est dedans, qu'on a Mika, ça ouvre vraiment tout le marché et ça vous permettrait vous de communiquer, de concurrencer d'autres exchanges. Donc c'est intéressant. Ouais. Et récemment, on a vu que la Suisse avait adopté une nouvelle directive, une nouvelle loi qui obligeait les prestataires d'actifs, prestataires de services sur actifs numériques de communiquer les informations avec les pays d'Europe. Je crois que ça concerne une trentaine de pays, principalement européens. Est-ce que tu as vu ça passer plus précisément? Non, j'ai pas vu ça passer, c'est pas encore arrivé. Donc pour l'instant, nous c'est vraiment, on a tout en local quoi. On n'a pas eu de demande ou quoi que ce soit pour avoir certaines connexions ou communications. Pour l'instant, on n'a pas eu ça là. Parce que en fait, ils en ont parlé maintenant et ça serait appliqué en 2026 et mise en application. Enfin, je sais pas trop c'est quoi la différence entre les deux en 2027. Ouais. Après, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Ouais. Avec le fait la date qu'ils annoncent et la date où ça rentre vraiment en effet, il y a des fois beaucoup de différences. Ça peut encore changer peut-être. Ouais, non, pour l'instant, ça va pas changer du tout puisqu'on a eu on n'a rien changé depuis 5 ans, depuis qu'on a lancé, on n'a rien changé dans ce point-là. Ouais. Et donc je voulais parler aussi un peu de la Suisse, parce que le pays est quand même décrit pas mal comme peut-être un paradis fiscal en Europe, ce qui collecte dans une certaine mesure, mais on voit que de plus en plus la régulation suisse suit celle de l'Europe. Et justement avec cette loi dont je viens de parler, où maintenant les étrangers en fait suisses auront leurs informations qui seront directement échangées avec les régulateurs d'autres pays, enfin des pays d'où ils viennent. Et donc potentiellement, on se dit si on commence par ça pourrait aller plus loin et potentiellement la Suisse pourrait perdre son statut de paradis fiscal européen. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez au sein de Relais? Est-ce que vous en avez peur ou est-ce que vous avez confiance en le système suisse et pour vous c'est pas un problème? Ouais, c'est plutôt l'option 2 pour l'instant. Okay. Pour l'instant, on se dit encore que
que la Suisse, alors même s'il y a certains points où ils commencent à s'aligner un peu avec l'UE, il y a beaucoup d'autres points où vraiment ils sont, par exemple, le système SEPA qui n'a jamais été actif. C'était censé être actif. Ils ont dit qu'on allait avoir un genre d'alignement comme ça. Le système SEPA, qui est le système bancaire européen, pourrait aussi fonctionner en Suisse. Par exemple, c'est un très gros avantage pour nous d'arriver en Europe parce qu'on aura finalement une banque avec un instant SEPA. SEPA instantané qu'on n'a pas en Suisse. Pourtant, on a déjà beaucoup d'utilisateurs. L'Allemagne, c'est notre marché principal. Mais les utilisateurs allemands n'ont pas le SEPA instantané avec nous. Ok. Du moins, pas encore. Donc ça, c'est important pour nous qu'on s'ouvre en Europe pour que puisse avoir ces options dans l'application. Mais je pense que c'est un pays qui a une certaine histoire et ils y tiennent. Alors c'est vrai qu'il y a certaines lois où ils vont s'adapter un peu, s'aligner avec l'Union européenne. Mais pour le reste, je pense qu'ils ils y vont vraiment, vraiment lentement, quoi. C'est pas genre, ils se réveillent et puis allez, on va faire ça comme l'Union européenne. Ouais. Ils savent très bien où ils sont positionnés et ils font, ils ont une certaine importance à garder leur autonomie, on va dire, dans ce domaine. Ok. Et donc, vous avez quand même pas mal d'utilisateurs suisses, j'imagine. Et est-ce que ça, c'est une crainte aussi que eux ont pu avoir ou vous ont exprimé de trop de pas du régulation, tout. pas vraiment? Non, Ok. pas spécialement. Surtout dans le domaine Bitcoin. Nous, depuis qu'on s'est lancé, pardon, le seul truc qui a vraiment changé, c'était les limites. Ouais. Donc les limites qui ont baissé. Au début, je me souviens, c'était 5000 francs par jour par personne. C'était fou. Ouais. Après, la majorité de notre clientèle, ils vont faire des DCA, donc des weekly ou des monthly, 50, 100 euros. Et puis c'est vraiment ces montants, les 200, 300. Donc 5000 francs par jour par personne, c'était déjà assez élevé. Même 1000 francs par jour par personne, c'est assez haut. Donc ça nous a pas vraiment affecté, hein. C'était aucun problème. Et les utilisateurs suisses n'ont eu aucun. Après, ce qui est bien, c'est que pour les utilisateurs suisses, ils vont encore rester sous l'entité suisse, le relais suisse. Donc pour eux, il y a rien qui va changer en fait. Ok, intéressant. Mais ouais, on a parlé déjà plusieurs fois de la Suisse sur des podcasts. J'ai aussi une émission de podcast et on parle beaucoup de la Suisse. J'avais reçu Lionel Jadreau. Je me souviens plus de son nom de famille. Je sais pas si tu vois que c'est. Non, ça me dit rien, ok. non. Non, qui est un Suisse et qui a une maison d'édition, PVH édition peut-être que ça te dit quelque chose. Ouais, non. Ok. Non, Voilà. faut que je me mette à jour. On avait reçu aussi Yves Benaïm. Ouais, Yves, je connais. Pour l'initiative BTC. Ouais. Et donc on avait décrit un peu tout le système suisse. C'est hyper intéressant. Et donc potentiellement, enfin tu me dis, c'est intéressant pour des acteurs crypto potentiellement s'ils cherchent à s'installer quelque part, de venir d'abord en Suisse. Ouais. Il y a beaucoup l'environnement est vraiment prêt pour toutes ces startups. Il y a l'association Bitcoin Switzerland Association aussi. Il y a Bitcoin Suisse en Suisse. Donc je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Spécialement, il y a le domaine crypto forcément en dessous avec la Crypto Valley, mais il y a beaucoup de Bitcoin only startups. On a Pocket, on en a pas mal d'autres qui sont en Suisse. Bitbox qui est en Suisse aussi par exemple. Donc c'est pas vraiment random. L'environnement le permet. Donc si pour tous qui veulent se lancer dans le Bitcoin, les entrepreneurs qui veulent lancer dans le Bitcoin, je pense que la Suisse est vraiment un très bon point pour commencer. Et puis ça aussi, il y a un des sièges sociaux de Tether. Aussi. Une des plus grosses conférences d'Europe aussi qui est là-bas. Ouais. Donc ouais, clairement, c'est un hub où il faut être si vous voulez travailler dans Bitcoin. Surtout Lugano. Lugano est vraiment se lance beaucoup dans le Bitcoin maintenant. Donc Zug vraiment est dans plutôt blockchain, toutes les autres cryptos, mais Zurich et Lugano ils sont vraiment plutôt Bitcoin. Ok. Intéressant. Je savais pas que Zurich aussi était dedans, mais l'année dernière, j'avais réalisé une courte vidéo de 20-30 minutes sur Lugano justement pour décrire comment l'adoption se passait. Et donc voilà, si jamais ça vous intéresse, on mettra les liens pour approfondir le sujet. Et merci beaucoup Adem. Je sais pas, ça fait peut-être 20-30 minutes qu'on discute, donc super interview. Merci à toi Marius, au plaisir, comme d'habitude. Puis peut-être un prochain format avec quand vous aurez le cas. Tu sais où me trouver. Ouais. Merci. Allez, à la prochaine. Cool.